Alors, cette vidéo a pour but de vous aider à préparer le devoir de 4 heures, le temps d'entraînement qui aura lieu mardi après-midi sur les notions de technique et de travail. Les terminales ES travailleront sur la notion de technique et les terminales L sur la notion de travail. Alors, je vais essayer brièvement de synthétiser ce qu'on a dit dans les cours où certains auraient pu ne pas être là. L'objectif est de reprendre ensuite le diaporama, le plan, pour pouvoir travailler un petit peu plus en détail les thèses que je vais simplement mentionner, et juste mentionner. Premièrement donc sur la technique. On a travaillé la technique uniquement sous l'aspect où elle est l'ensemble, où elle constitue, où elle peut se définir comme l'ensemble des moyens permettant la fabrication d'un objet. Notre objectif ici est de montrer comment l'objet qui va être échangé ensuite est produit par l'homme. La technique a donc plusieurs points, il faut essayer de retenir plusieurs points. Première chose, la technique, sa définition, c'est avant tout un savoir-faire, c'est-à-dire, dans savoir-faire, l'aspect théorique, savoir, et l'aspect pratique, faire. Donc une technique est à la fois une connaissance théorique et en même temps une connaissance théorique toujours destinée à la réalisation d'un objet réel, pratique, extérieur à l'homme. Ce qui fait donc problème, c'est l'idée selon laquelle la technique serait le seul lieu où l'intelligence humaine s'exerce, ce qui semble être problématique puisque l'intelligence humaine s'exerce également dans d'autres domaines qui ne sont pas pratiques. L'abstraction, par exemple, en mathématiques ou bien en philosophie, qui n'a pas forcément, voire même pas du tout, qui ne fait absolument pas référence à la fabrication d'un objet. Donc, le problème se pose dès lors qu'on assimile l'intelligence humaine à la fabrication technique ou à la technique elle-même. L'intelligence de l'homme dépasse la technique. Pire encore, il semble même que l'intelligence humaine soit, on va dire, aliénée, c'est le terme un petit peu technique, c'est-à-dire qu'elle dépende finalement, dans le cadre de la technique, de l'objet qu'elle va fabriquer. Autrement dit, on force l'intelligence à rester dans le domaine de la pratique. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que la technique est toujours comprise comme une médiation, un moyen de réaliser. De réaliser quoi? De réaliser la fabrication d'un objet qui nous manque. Autrement dit, elle est médiation entre un désir qui n'est pas encore accompli et un désir qui va être accompli. La technique se situe donc entre les deux dans cet espace qui précisément se définit comme l'espace du désir. Le deuxième donc problème qui se pose est le problème qui se pose entre le lien entre technique et désir. La technique donc est censée satisfaire par la fabrication de l'objet, elle est censée satisfaire les besoins de l'homme, mais puisque l'homme n'est pas qu'un être de besoin mais également un être de désir, elle peut être mise au service de l'accomplissement de désirs qui eux sont indéfinis, qui se renouvellent, qui se prolongent, qui en fait ne sont jamais véritablement réalisés. La technique devient donc un moyen qui peut ne jamais atteindre sa fin, c'est-à-dire un moyen qui se renouvelle sans cesse. C'est le problème que l'on a travaillé autour qu'on a appelé dans le cours le rêve d'Aristote, qui pense pour la première fois dans l'histoire de la philosophie des machines qui travailleraient à la place de l'homme. Sa conclusion est que plus les machines, ou plus la technique réalise de tâches et du coup libère l'homme de ses tâches, plus l'homme a de temps libre, de loisirs, etc. Voilà son rêve. Or, précisément, nous vivons dans un monde dans lequel la technique a largement triomphé et dans lequel l'homme ne cesse pourtant de continuer à produire des objets techniques et à se mettre d'une certaine manière en dépendance de cette technique. Donc voilà le deuxième paradoxe que nous avons travaillé dans le cours. Je vous invite donc pour ce cours-là à reprendre le diaporama centré sur ces deux problèmes. Et c'est sur ces deux problèmes-là que nous travaillerons mardi après-midi. Le deuxième aspect, propre au terminal L pour ce mardi, puisque c'est uniquement avec les terminales L qu'on l'a travaillé, correspond à la notion de travail. La notion de travail est un peu plus complexe. On a discuté plusieurs problèmes. Je passe rapidement sur certains points. L'essentiel à retenir, premièrement, c'est que le travail est en lien direct avec la technique, puisque lui aussi appartient au monde de la médiation, c'est-à-dire au monde des moyens, au domaine des moyens. Le travail est lui aussi l'organisation, le système organisé qui permet à l'homme de produire
les objets, c'est-à-dire de réaliser, encore une fois, la médiation entre le désir inaccompli et le désir accompli. Ce travail, simplement, se caractérise de deux manières. Soit il peut être perçu comme une tâche difficile, douloureuse, relativement à son étymologie, torturante, soit il est perçu au contraire comme quelque chose de valorisant, humainement, socialement. Je me reconnais dans mon travail, je retrouve une place ou je trouve une place dans la société grâce à mon travail et je parviens comme ceci à m'accomplir comme être humain. Tout le cours est centré sur cette distinction entre un travail qui valorise l'être humain, c'est-à-dire, premier point donc, dans lequel l'être humain est capable de se reconnaître comme conscience, se reconnaître comme intelligence qui organise, et enfin se reconnaître comme être humain qui ressent, qui sent. Autrement dit, le travail a cette capacité pour l'homme de le révéler à lui-même, et donc de le rendre libre, au sens créateur du terme. Mais, deuxième aspect, le travail, précisément parce qu'il est une médiation, parce qu'il est un moyen, porte quelque chose de difficile, de douloureux. Il y a une longueur dans le travail, il y a également un aspect contraignant. Cet aspect contraignant est en réalité l'essence même du travail. Tout travail est finalement fatigant, fait perdre de l'énergie et appelle donc un temps de repos pendant lequel nous récupérons l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler à nouveau le jour suivant ou en tout cas dans les heures qui viennent. Ce que ce problème soulève là, c'est précisément la place du travail dans l'accomplissement humain. C'est-à-dire le fait même de réaliser que le travail est un moyen indique qu'il doit précisément s'arrêter à un moment donné. Le travail doit s'arrêter lorsque le bien que l'on a voulu produire a été produit. Or, le constat que l'on peut faire, qu'on a déjà fait relativement à la technique, c'est que le travail, en réalité, ne s'arrête pas, ou en tout cas semble ne pas s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire que le travail semble ne pas s'arrêter ? Ça veut dire qu'il délaisse les aspects dans lesquels l'homme peut tout à fait trouver de quoi s'épanouir comme être humain, comme être libre, à savoir ce que l'on a travaillé autour de la notion de loisir, c'est-à-dire tout ce qui relève du domaine de la culture, de la pensée, de quelque chose qui n'est par définition pas intéressé, c'est-à-dire pas destiné à la production de quelque chose de concret, de pratique. On a vu cette distinction fondamentale, notamment chez Hannah Arendt, donc je vous invite pour le cours plutôt pour le devoir de mardi soir, de bien maîtriser les thèses à la fois de Marx qui relèvent de l'humanité et de l'inhumanité du travail, premièrement, autour de l'aliénation par exemple, et deuxièmement la thèse d'Hannah Arendt, fondamentale sur la distinction dans la vie active entre premièrement le travail, ensuite l'œuvre et enfin l'action. L'homme étant homme lorsqu'il œuvre, c'est-à-dire lorsqu'il se destine à la création d'œuvres, notamment en art, et lorsqu'il agit, c'est-à-dire lorsqu'il agit politiquement, qu'il s'organise en société. Petit point simplement, j'insiste beaucoup sur la notion d'aliénation, qui est la notion centrale un peu de ce cours sur le travail. L'aliénation consiste à perdre sa qualité de travailleur en étant dépossédé et de l'action du travail et du résultat du travail. Le cas que prend Karl Marx est le cas de l'ouvrier, qui ne s'appartient pas puisqu'il a vendu sa force de travail à son employeur. L'employeur est donc celui qui possède et la force de travail, qui peut donc utiliser l'ouvrier un certain nombre d'heures dans sa journée, et d'autre part, possède également la production que l'ouvrier va faire, le résultat de son travail. Autrement dit, l'ouvrier étant incapable de se reconnaître dans l'objet puisque l'objet n'est pas sien, et étant incapable de se reconnaître dans la tâche qui lui est confiée puisqu'elle n'est pas sienne non plus, il n'en est pas à l'origine, perd sa liberté et perd ce qui rend le travail proprement humain aux yeux de Marx. Voilà la notion un petit peu centrale qu'il va falloir étudier plus avant lorsqu'on étudiera précisément le système capitaliste. Voilà les notions importantes à retenir sur la technique et le travail. Relisez bien les textes que nous avons déjà travaillés en cours pour vous en servir dans la dissertation.